Un visage peut fermer des portes. Celui de Fernandel aurait pu l'enfermer à vie dans le rôle du simple comique qu'on appelle quand il faut faire rire vite, sans trop réfléchir. Une bouche immense, des dents très visibles, un sourire presque impossible à oublier, une silhouette qui semblait déjà raconter une blague avant même qu'il parle. Et pourtant, ce visage est devenu l'un des plus aimés de France. La promesse est simple, comprendre comment un garçon de Marseille, que beaucoup auraient pu réduire à une tête drôle, a fini par incarner quelque chose de beaucoup plus rare. Une présence rassurante, une bonté populaire, un acteur capable de faire rire les enfants, les ouvriers, les bourgeois, les croyants, les sceptiques, et même, selon plusieurs récits souvent repris, le général de Gaulle lui-même. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une carrière, c'est l'histoire d'un malentendu devenu triomphe. Au départ, Fernandel n'a pas le physique des jeunes premiers. Il ne correspond pas à l'idée classique de la beauté au cinéma. Il ne possède ni le mystère élégant d'un Jean Gabin, ni la gravité d'un grand tragédien. Il arrive avec quelque chose de plus dangereux. Un visage que tout le monde remarque, mais que personne ne sait immédiatement prendre au sérieux. Dans le monde du spectacle, être remarqué est une chance. Mais être remarqué pour une seule raison peut devenir un piège. Fernandel va passer une bonne partie de sa vie à transformer ce piège en force. Pas en cachant son apparence, pas en essayant de devenir quelqu'un d'autre, mais en faisant exactement l'inverse. Il va habiter ce visage, ce sourire, cette voix chantante, jusqu'à ce que le public ne voit plus une bizarrerie, mais un ami. Et c'est là que son histoire devient fascinante, car la France n'a pas seulement ri avec Fernandel, elle l'a adopté. Fernandel naît Fernand-Joseph Désiré Contandin à Marseille au début du XXe siècle. Il vient d'un milieu modeste, dans une ville où la parole compte, où l'accent porte une identité, où l'on sait que raconter une histoire peut être une manière de survivre. Son père, selon les récits biographiques, touche lui aussi au spectacle. Le jeune Fernand grandit donc près de la scène, des chansons, des numéros populaires, de ces lieux où l'artiste doit convaincre vite. Dans un café-concert, personne ne vous doit son attention. Il faut la prendre, il faut la garder. Et si la salle ne vous croit pas, elle vous le fait sentir immédiatement. Cette école est rude, mais elle donne une qualité que le cinéma ne fabrique pas toujours, le contact direct avec le public. Avant d'être une star sur grand écran, Fernandel apprend à sentir une salle. Il apprend quand ralentir, quand sourire, quand laisser une phrase tomber, quand relancer. Il apprend que le rire n'est pas seulement une grimace. Le rire est un rythme, une confiance, une permission donnée au public de se détendre. Cette expérience va compter plus tard, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Son nom de scène lui-même raconte déjà une forme de tendresse. L'origine exacte est souvent racontée autour de sa relation avec Henriette Mance, qu'il épouse dans les années 1920. Une version populaire affirme que la belle-mère, en parlant de lui, disait « Fernandel », c'est-à-dire Fernand d'Henriette. De là serait né Fernandel. Comme souvent avec les surnoms d'artistes, les versions peuvent varier, mais celle-ci est restée parce qu'elle correspond parfaitement au personnage. Un nom simple, familier, affectueux, presque domestique. Fernandel n'est pas un nom de distance, c'est un nom de proximité. Mais la proximité ne suffit pas. Sur scène, puis au cinéma, il faut s'imposer dans un pays où les carrières sont fragiles. Dans les années 1930, le cinéma parlant change beaucoup de choses. La voix devient capitale. L'accent, autrefois obstacle possible, devient parfois une signature. Les acteurs venus du music-hall ou du théâtre populaire trouvent un nouvel espace. Et Fernandel, avec sa voix claire, son accent méridional, son visage spectaculaire, possède un outil complet. Il n'a pas besoin d'être beau au sens classique, il a besoin d'être inoubliable. Mais être inoubliable ne veut pas dire être respecté. Au début, son apparence attire le rire avant même qu'il commence vraiment à jouer. Cette bouche, ce sourire, cette façon d'ouvrir le visage comme une porte immense, tout cela le désigne comme comique. Et dans le regard de certains professionnels, comique veut dire secondaire. Utile, oui, populaire, peut-être, mais rarement noble. Voilà le premier conflit de sa vie artistique. Fernandel fait rire, donc on risque de croire qu'il ne sait faire que cela.
C'est une erreur fréquente. On la retrouve dans beaucoup de carrières comiques. Le public rit, les producteurs encaissent, les critiques classent l'acteur dans une case. Mais le comique véritable demande une précision extrême. Il faut oser le ridicule sans perdre la dignité. Il faut exagérer sans casser la vérité. Il faut paraître simple quand tout est minuté. Fernandel comprend cela instinctivement. Son visage n'est pas seulement une curiosité, il devient un instrument. Ses yeux peuvent s'agrandir d'innocence. Sa bouche peut exprimer la panique, la gourmandise, la honte, l'espoir. Son sourire peut être niais, tendre, rusé, bouleversant. Ce qui semble d'abord trop visible devient nuancé. Et c'est ici qu'il commence à gagner quelque chose de plus durable que le succès, la sympathie. La sympathie, au cinéma, n'est pas un petit mot, c'est une puissance. Un acteur sympathique peut faire entrer le public dans des histoires simples, parfois répétitives, et leur donner une chaleur nouvelle. Avec Fernandel, on ne regarde pas seulement un personnage, on attend de retrouver une présence. Dans les années 1930, il se rapproche aussi de l'univers de Marcel Pagnol, et cette rencontre compte beaucoup pour comprendre sa place dans l'imaginaire français. Pagnol filme le Sud, les villages, les accents, les passions ordinaires, les mensonges, les fidélités, les petites lâchetés et les grandes émotions. Ce monde convient à Fernandel parce qu'il lui permet d'être drôle sans être seulement un clown. Dans des films comme Angèle, Regain ou Le Spoons, Fernandel peut déployer une humanité plus large. Le Spoons, en particulier, éclaire presque toute sa trajectoire. L'histoire tourne autour d'un jeune homme naïf qui rêve de cinéma, qu'on manipule, qu'on sous-estime, et qui doit comprendre ce qu'il vaut vraiment. Difficile de ne pas y voir un écho symbolique. Fernandel y joue avec cette frontière délicate entre ridicule et vérité. On peut rire de son personnage, mais on ne peut pas le mépriser longtemps. C'est un point essentiel. Fernandel protège ses personnages du mépris. Même quand ils sont naïfs, même quand ils se trompent, même quand ils se ridiculisent, il leur donne une âme. Il les rend vulnérables. Et cette vulnérabilité crée un lien direct avec le public. Le rire devient alors autre chose qu'une moquerie. Il devient une manière d'aimer. C'est probablement là que se forme le cœur de sa popularité. Fernandel n'est pas simplement le monsieur qui fait rire. Il devient celui avec qui l'on rit sans cruauté. Celui qui semble comprendre les petites humiliations de la vie. Celui qui prend les coups, qui trébuche, qui s'inquiète, qui espère et qui finit souvent par préserver une forme de bonté. Mais la France des années 1930 et 1940 traverse des périodes lourdes. Crise, guerre, occupation, privation, inquiétude. La comédie, dans ces moments-là, n'est pas un divertissement léger au sens faible. Elle devient parfois une respiration. Il faut être prudent quand on résume ces années. Les carrières d'artistes pendant la guerre sont souvent complexes et les jugements rétrospectifs demandent de la nuance. Mais une chose est claire. Après la guerre, Fernandel reste présent, aimé, demandé. Sa popularité ne disparaît pas. Au contraire, elle trouve de nouveaux véhicules. Et le plus important arrive encore. Au début des années 1950, Fernandel entre dans la soutane de Don Camillo. Pour beaucoup de spectateurs, c'est le rôle qui va fixer son image pour toujours. Don Camillo, curé italien au tempérament explosif, affronte Pépone, maire communiste d'un village de la plaine du Pô. Les deux hommes se disputent, se menacent, se piègent, mais ils appartiennent au même monde. Ils sont adversaires, pas ennemis absolus. Ils se connaissent trop bien pour se détester complètement. Le succès est immense. Pourquoi ce rôle touche-t-il autant ? Parce qu'il réunit plusieurs forces de Fernandel. D'abord, son physique. La soutane accentue son visage, son sourire, sa silhouette. Ensuite, sa voix. Il peut gronder, supplier, ruser, se fâcher contre le Christ avec une familiarité presque enfantine. Enfin, sa bonté. Même dans la colère, Don Camillo reste profondément humain. Fernandel donne à ce curé une énergie terrienne. Il n'en fait pas un saint lointain. Il en fait un homme qui se met en colère, qui veut gagner, qui triche parfois avec sa propre patience, mais qui revient toujours à une forme de conscience. Et face à lui, le personnage de Pépone permet une tension politique rendue comique. Dans une Europe marquée par les divisions idéologiques, ces films offrent une forme de réconciliation imaginaire. On peut s'opposer, se disputer violemment, puis se reconnaître autour d'un village, d'une table, d'un malheur, d'une naissance, d'un enterrement, d'un besoin humain.
Don Camillo n'efface pas les conflits, il les rend supportables. Fernandel devient alors plus qu'un acteur français, il devient une figure européenne. Le personnage parle à des publics différents parce qu'il s'appuie sur des choses simples, la foi, l'orgueil, la rivalité, la communauté, la tendresse cachée derrière la dispute. Et surtout, il confirme ce que le public pressentait déjà. Chez Fernandel, la comédie peut porter une morale sans devenir un sermon. C'est là que sa drôle de tête change définitivement de statut. Ce visage qui aurait pu le limiter devient un symbole. Quand il apparaît, on sait que l'on va rire, oui, mais on sait aussi qu'une forme d'humanité va entrer dans la pièce. La grande astuce de Fernandel, consciente ou non, est de ne jamais se présenter comme supérieur au public. Il n'a pas l'air de regarder les gens de haut. Même célèbre, il conserve cette qualité populaire. Il semble venir du même monde que ceux qui le regardent. Cela ne veut pas dire que sa vie privée était identique à l'image publique. Aucun artiste ne se réduit à son écran. Mais l'image que Fernandel construit ou que le public construit avec lui repose sur une impression de loyauté. On croit en sa gentillesse, on croit en sa simplicité, on croit en son cœur. Cette croyance est précieuse. Dans une industrie où beaucoup d'acteurs sont admirés de loin, Fernandel est aimé de près. On peut admirer une star pour sa beauté, son mystère, son talent dramatique. Mais aimer Fernandel, c'est autre chose. C'est avoir l'impression qu'il pourrait entrer dans une cuisine, saluer tout le monde, raconter une histoire et repartir en laissant la pièce plus chaude. Voilà pourquoi il devient national au sens profond. Pas seulement parce qu'il vend des billets, pas seulement parce qu'il tourne beaucoup, mais parce que des générations différentes le reconnaissent. Les grands-parents, les parents, les enfants. Les gens qui vont au cinéma et ceux qui le voient plus tard à la télévision. Ceux qui aiment Pagnol et ceux qui ne connaissent que Don Camillo. Son visage circule comme un bien commun. Mais cette immense popularité a aussi son revers. Plus un acteur devient associé à un type de rôle, plus il devient difficile de lui accorder autre chose. Fernandel reste souvent attaché au comique, au brave homme, au personnage de caractère. Le public l'aime ainsi, donc le marché le redemande ainsi. C'est le paradoxe de la réussite. Ce qui vous libère peut aussi vous enfermer. Fernandel, pourtant, ne se contente pas d'un seul registre. Il chante, il joue, il tourne beaucoup. Il passe d'un film à l'autre avec une régularité impressionnante. Toutes ses œuvres n'ont pas le même poids, et toutes ne sont pas restées dans la mémoire collective. Mais l'ensemble construit une présence continue. Le public ne vit pas Fernandel comme un événement rare, il le vit comme une compagnie. Il y a là une différence importante avec certaines stars plus distantes. Fernandel n'est pas seulement attendu pour un grand rôle tous les 10 ans. Il accompagne, il revient, il occupe une place familière dans les salles, puis dans les foyers. Cette répétition renforce l'affection. On peut même dire que Fernandel devient une habitude française. Une habitude peut sembler moins prestigieuse qu'une légende. Pourtant, elle est parfois plus forte. Une légende impressionne, une habitude rassure. Et Fernandel a rassuré énormément de monde. C'est ici qu'apparaît l'anecdote du général de Gaulle. Il faut la traiter avec prudence, parce que les formules exactes varient selon les récits. Mais il existe une tradition persistante autour de l'idée que de Gaulle tenait Fernandel en très haute estime, ou qu'il le considérait comme une figure particulièrement chère aux Français. Certaines versions rapportent qu'il aurait vu en lui un homme proche, un Français essentiel, presque un membre de cette famille symbolique que constitue la nation. Même si l'on met de côté les formules les plus embellies, l'existence même de cette association est révélatrice. Pourquoi relier De Gaulle, figure de l'État, de la gravité, de l'histoire, à Fernandel, homme du rire, du cinéma populaire, de la soutane comique? Parce que tous deux appartiennent, chacun à sa manière, à l'imaginaire national. De Gaulle représente une certaine idée de la France officielle, verticale, historique. Fernandel représente une autre France, celle du rire partagé, des accents, des villages, des salles de cinéma, des familles qui se rassemblent, des personnages qui se disputent mais qui gardent un cœur. Quand un chef d'État est associé à un acteur comique dans la mémoire populaire, cela signifie que l'acteur a dépassé son métier. Il est devenu un repère. Ce n'est pas un petit exploit. Revenons au visage, car tout part de là. On décrit souvent Fernandel par son sourire.
Mais réduire ce sourire à une particularité physique serait passer à côté de son secret. Ce sourire fonctionne parce qu'il contient plusieurs émotions à la fois. Il peut annoncer la bêtise, mais aussi l'intelligence. Il peut être enfantin, mais aussi ironique. Il peut désarmer, puis soudain révéler une tristesse. C'est cette mobilité qui le rend puissant. Un acteur moins fin aurait utilisé cette bouche comme un ressort mécanique. Sourire, rire, grimace, répétition. Fernandel, lui, laisse souvent passer une seconde de fragilité. Dans cette seconde, le spectateur voit l'homme derrière le masque. Et c'est cette seconde qui change tout. Le public accepte la caricature quand il sent qu'elle protège une vérité. Chez Fernandel, la caricature n'est pas froide. Elle n'écrase pas le personnage, elle l'ouvre. Elle donne accès à l'embarras, à l'amour-propre blessé, à la naïveté, à la générosité. Dans beaucoup de ses rôles, il y a un homme qui voudrait être digne. Il ne l'est pas toujours, il est parfois ridicule, mais il veut l'être. Et ce désir de dignité est profondément touchant. C'est peut-être pour cela que sa bonté paraît crédible. La bonté au cinéma peut devenir fade si elle n'a pas d'obstacle. Fernandel ne joue pas une bonté parfaite. Il joue souvent des hommes impatients, peureux, orgueilleux, dépassés. Mais chez lui, ses défauts ne détruisent pas le fond. Ils le rendent plus humain. On sent que le personnage peut se tromper, puis revenir. Se fâcher, puis aider. Mentir un peu, puis se trahir par tendresse. Cette imperfection rend l'attachement plus fort. La France l'aime parce qu'il ne demande pas à être admiré comme un héros impeccable. Il accepte de paraître maladroit. Il accepte d'être vu dans la faiblesse. Et cela donne au public un soulagement. On peut être imparfait et rester aimable. Cette idée, simple en apparence, explique une grande partie de son succès. Il y a aussi son accent. Aujourd'hui encore, l'accent dans les médias peut être jugé, imité, parfois réduit à un cliché. Pour Fernandel, l'accent méridional devient une musique identitaire. Il porte le soleil, la vivacité, la parole directe, mais aussi une tradition comique ancienne. Il ne parle pas de manière neutre. Il arrive avec une région dans la voix. Cela aurait pu limiter sa carrière à des rôles du Sud, mais sa popularité dépasse rapidement cette limite. Le public n'entend pas seulement Marseille, il entend Fernandel. C'est une transformation rare. Un signe particulier devient une signature universelle. La même chose se produit avec ses chansons. Fernandel n'est pas seulement un acteur qui chante par hasard. La chanson fait partie de son parcours. Elle lui donne une autre voix vers le public. La chanson populaire, comme le cinéma comique, repose sur la mémorisation, la reprise, la familiarité. On retient une voix, un refrain, une manière de sourire en chantant. Il existe dans son art quelque chose de frontal. Il s'adresse aux gens, pas à une abstraction, pas à une élite, aux gens. Cette qualité explique pourquoi il reste présent même quand les modes changent. Car les modes changent vite. Le cinéma d'avant-guerre n'est pas celui de l'après-guerre. Les attentes du public évoluent. La nouvelle vague viendra bouleverser les codes, critiquer certaines traditions, imposer d'autres visages, d'autres rythmes, d'autres façons de jouer. Fernandel appartient clairement à un cinéma populaire plus ancien. Mais il ne disparaît pas comme un simple vestige. Il reste dans les mémoires parce que son capital n'est pas seulement esthétique, il est affectif. On peut juger certains films datés. On peut trouver certaines situations répétitives. On peut discuter la finesse de tel scénario ou de tel gag. Mais l'attachement à Fernandel survit à ses réserves. Il dépasse la qualité variable des films. C'est le signe des très grands populaires. Ils sont plus grands que leur filmographie. Attention, cela ne veut pas dire que l'œuvre n'a pas d'importance. Au contraire, sans les films, la présence ne circulerait pas. Mais la mémoire retient une somme. Des rôles, des répliques, des images, une posture, un sourire, une idée de l'homme, une figure composite, un peu Pagnol, beaucoup Don Camillo, un peu chanteur, un peu Marseille, un peu curé italien, un peu brave type français, un peu clown, un peu confident. Et cette composition crée un personnage public impossible à remplacer. Dans les années où il est au sommet, il est aussi un homme d'affaires du spectacle. Il participe à des projets, produits, s'associe à d'autres grands noms. Sa notoriété n'est pas seulement subie, elle devient un outil. Comme beaucoup d'artistes populaires, il doit naviguer entre l'art, l'industrie, les contrats, les attentes. Il est facile après coup d'imaginer une carrière comme une ligne droite. Mais une carrière de cette durée est faite de choix, de fatigue, de négociations, de succès et de films moins marquants. Elle demande de tenir, et Fernandel tient longtemps. Cette longévité renforce encore l'impression de familiarité.
Il n'est pas une étoile filante, il accompagne plusieurs décennies. Puis vient le temps où la santé se fragilise. Fernandel meurt en 1971. Sa disparition touche un public immense. Là encore, il faut éviter d'inventer des scènes trop dramatiques. Mais on peut dire que sa mort ferme une époque du cinéma populaire français. Elle enlève au spectateur un visage qui semblait presque permanent. Ce qui frappe après sa mort, c'est que son image ne s'efface pas. Don Camillo continue d'être rediffusé. Les films de Pagnol restent commentés, revus, transmis. Son sourire devient une archive vivante. Même ceux qui n'ont pas connu ses sorties en salle peuvent le reconnaître. C'est le vrai test d'une popularité profonde. Survivre à son époque sans perdre toute sa chaleur. Pourquoi cela fonctionne-t-il encore? Parce que Fernandel répond à un besoin qui ne disparaît pas. Le besoin de rire sans cynisme. Le besoin de voir un personnage ridicule rester digne. Le besoin de croire qu'un visage imparfait peut devenir magnifique par la présence. Le besoin de sentir que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais une force sociale. Son histoire est presque une leçon de regard. Au début, on voit des dents, puis on voit un sourire, puis on voit un homme. Puis on comprend que ce que l'on prenait pour une bizarrerie était peut-être son plus grand don. Ce renversement est la clé. Fernandel n'a pas conquis la France malgré son apparence, il l'a conquise avec elle, mais seulement parce qu'il a su y mettre autre chose, de la précision, du travail, du rythme, de l'émotion, et cette bonté que le public a cru sincère. Un visage seul amuse 1 minute, un cœur, même joué, peut rester dans une mémoire pendant 1 siècle. C'est pour cela que l'anecdote autour de De Gaulle, qu'elle soit répétée avec des variantes, paraît si cohérente. Fernandel n'était pas seulement un amuseur aimé du public. Il était devenu une sorte de patrimoine humain. Un homme que la France pouvait reconnaître comme l'un des siens. Pas parce qu'il représentait la perfection française. Justement non. Il représentait une France imparfaite, bruyante, tendre, obstinée, parfois de mauvaise foi, mais capable de rire d'elle-même. Une France qui se dispute comme Don Camillo et Pépone, mais qui garde l'espoir qu'au fond, un lien demeure. Cette idée explique la puissance de son image mieux que n'importe quel classement. Il y a des acteurs qu'on respecte pour leur technique, d'autres qu'on admire pour leur beauté, d'autres qu'on célèbre pour leur audace. Fernandel appartient à une catégorie plus rare, ceux que le public laisse entrer dans son intimité. On ne dit pas seulement « Fernandel était bon acteur », on dit souvent « on l'aimait ». Et ce verbe change tout. Aimer un acteur, ce n'est pas seulement le trouver talentueux, c'est lui prêter une place dans sa propre vie. C'est associer son visage à un dimanche après-midi, à une télévision familiale, à un souvenir de grands-parents, à une salle de cinéma disparue, à une voix qui rassure. C'est transformer un artiste en compagnie. Fernandel a réussi cela parce qu'il n'a jamais semblé trahir son pacte avec le public. Son pacte était simple. Je vais vous faire rire, mais je ne vais pas vous mépriser. Je vais être ridicule, mais je vais rester humain. Je vais vous montrer des personnages pleins de défauts, mais je vais leur laisser une chance d'être bons. Ce pacte a traversé les décennies, et il nous laisse une question utile, même au-delà du cinéma. Combien de personnes sont d'abord jugées sur ce qui les rend différentes, avant que l'on comprenne que cette différence est précisément leur force? Fernandel aurait pu être réduit à une silhouette comique. Il est devenu une présence nationale. Il aurait pu être prisonnier de son sourire. Il en a fait une porte d'entrée vers la tendresse. Il aurait pu être le visage dont on se moque. Il est devenu le visage qu'on retrouve avec affection. La conclusion est claire. La popularité de Fernandel ne vient pas seulement du rire, elle vient de la confiance. Le public lui a fait confiance pour porter ses petits ridicules sans cruauté, pour transformer la faiblesse en chaleur. Pour rappeler qu'un homme drôle peut être profond, qu'un visage étrange peut devenir beau, et qu'un acteur populaire peut compter autant dans la mémoire d'un pays qu'un grand personnage officiel. Fernandel n'a pas eu besoin d'être parfait pour être aimé. Il a eu besoin d'être reconnaissable, sincère dans son jeu et fidèle à cette humanité simple qui traverse ses meilleurs rôles. C'est peut-être cela, au fond, son miracle. La France a commencé par voir une drôle de tête, elle a fini par y voir un cœur. Et vous, quand vous pensez à Fernandel, que voyez-vous d'abord? Le sourire, le comédien, Don Camillo, la voix, ou cette impression plus difficile à définir d'un homme familier?
Dites-le en commentaire et surtout, partagez le film ou la scène qui vous a fait comprendre pourquoi ce visage, au départ si improbable, est devenu l'un des plus tendres souvenirs du cinéma populaire français.